J'ai deux amours, mon pays est Paris. Mon pays, c'est Saint-Louis, puisque vous savez, j'étais née à Saint-Louis. Mais Saint-Louis, c'est une chose et Paris, c'est une autre. Parce que n'importe où ce qu'on est dans le monde, on retourne toujours à ses premiers amours. Les premières amours, c'est donc toujours une chanson. Non, pas pour moi, parce que cette chanson a été créée après mes impressions, moi, et après le tic-tac de mon cœur. En 2021, Joséphine Baker fait son entrée au Panthéon. La patrie reconnaissante rend pour la première fois hommage à une star du music-hall qui s'est mise au service de la nation qu'elle avait choisie pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme elle l'a chanté sur les scènes du monde entier, Joséphine Baker avait deux amours, son pays et Paris. Et les Français lui ont rendu cet amour au centuple. Mais les regards de Joséphine se sont souvent tournés vers les États-Unis, le pays où elle est née. Elle a tenté de lutter contre la ségrégation là-bas. Mais c'est en France, dans le milieu du spectacle et à travers sa propre famille, qu'elle a montré que la couleur de la peau n'avait aucune importance. Elle a adopté 12 enfants en provenance de tous les continents. C'est l'histoire de cette femme généreuse, courageuse, solaire et libre que je vais vous raconter dans un récit en 2 parties. Je suis Virginie Giraud et je vous emmène avec moi au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Joséphine Baker, de la Revue Nègre au Panthéon. C'est plus qu'une revue, c'est une histoire de ma vie. Épisode 1, du ghetto américain au spotlight parisien. Nous sommes à Paris, à la fin du mois de septembre 1925, au Théâtre des Champs-Élysées. Les lumières de service sont allumées. Dans cette atmosphère diurne, la magie du spectacle n'est pas encore là. Il faut l'imaginer. Sauf que dans la salle, André Daven, le gérant, envisage déjà le fiasco. La troupe noire américaine que son amie Caroline Dudley a recrutée présente une série de tableaux sages et décousus inspirés de Harlem. On est très loin de ses rêves pour sa prochaine revue nègre qui devait être sauvage, joyeuse et érotique. Dévasté, Daven fait venir Jacques Charles, le metteur en scène de revue qui a fait le succès du Moulin Rouge, du Casino de Paris et des Folies Bergères avec ses danseuses nues. Le revuiste pense qu'on peut encore sauver le spectacle en remaniant plusieurs tableaux et en rajoutant du glamour et du sexy. La petite de 18 ans, là, elle bouge bien. Elle a de la présence, du potentiel. On va la mettre seins nus. En entendant ça, Joséphine Baker est estomaquée. Elle n'a pas traversé l'Atlantique pour danser nue. Si c'est comme ça, elle préfère rentrer aux États-Unis. L'équipe artistique du Théâtre des Champs-Élysées tente de la convaincre par tous les moyens. Les supplications, les menaces, les cris, mais rien n'y fait. Oh, et puisque c'est comme ça, on la remettra sur son bateau, mais après avoir honoré son contrat. En pleurs, Joséphine Baker monte s'isoler dans sa loge. Alors qu'elle se noie dans ses larmes, elle entend quelqu'un frapper à sa porte. C'est Paul Colin, l'affichiste. Il s'assoit à côté d'elle et lui parle longuement. Dans ses seins nus. C'est rien. Tout le monde a des seins et des fesses. Et puis ça va être beau. Elle sera habillée de lumière. Après la première, elle sera une star. Joséphine aime bien Paul Colin. Il la sublime en quelques coups de crayon quand il commence à ébaucher l'affiche de la Revue Nègre. Alors elle accepte, parce qu'elle lui fait confiance. Elle ne sait pas encore qu'elle vient de prendre la décision qui va changer sa vie. Le monde dans lequel Joséphine Baker est née n'a rien à voir avec le nôtre. Quand on voit le jour en 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri, dans un quartier noir, on n'a rien à espérer de l'existence. Joséphine ne sait même pas qui est son père. Un blanc ou un hispanique, peut-être un musicien qui a partagé quelque temps le lit de sa mère, Carrie, une femme noire qui ne compte que des esclaves parmi ses ancêtres. Après la naissance de Joséphine, Carrie épouse un ouvrier dont elle a 2 enfants. La petite est vite placée comme domestique chez une femme blanche extrêmement violente qui la bat, la fait dormir dans la cave avec les chiens et lui impose des sévices corporels à la moindre maladresse. Un jour, elle lui ébouillante même la main pour la punir. Malgré l'horreur, il y a quelque chose qui brille en Joséphine, qui la distingue des autres.
À même pas 10 ans, elle organise des spectacles dans le quartier de sa mère. Elle a la danse dans la peau et tout le monde lui reconnaît du talent même si elle n'a aucune technique. L'école de Joséphine, ce ne sont pas les ballets russes, mais l'instinct et la rue. Une rue où les Noirs peuvent être terrorisés et tués comme des animaux. En 1917, son quartier est embrasé par des émeutes. 200 personnes sont tuées par des racistes venus s'acharner sur les Noirs. C'est sans doute pendant ces moments d'injustice dont elle est témoin que Joséphine se forge une conviction. Elle sera artiste. Elle vivra ailleurs. À 13 ans, au culot, elle se débrouille pour rencontrer le patron d'un théâtre et se fait embaucher. La voilà autonome. Avant ses 18 ans, elle a déjà épousé 2 hommes différents et conservé le nom de famille du deuxième, Baker. Elle passe à Philadelphie et à New York, ment sur son âge pour trouver du travail et accepte un poste d'habilleuse dans un petit cabaret. Un soir, une danseuse ne peut pas monter sur scène. Elle saute sur l'occasion et la remplace au pied levé. Elle connaît toutes les chorégraphies et improvise même un solo. C'est le motif classique de Broadway. Give a girl a break, donner sa chance à une fille et une star éclot. Enfin, c'est encore une petite star qui se produit dans la comédie musicale noire Shuffle Along à Broadway. C'est à cette époque, au début des années 1920, que Caroline Dudley, une mondaine, chasse les talents noirs pour les ramener à Paris. Elle a promis à son ami André Daven, qui dirige le théâtre des Champs-Élysées, de lui trouver de nouveaux artistes pour une revue nègre. En 1925, elle ramène Joséphine et une douzaine d'autres artistes, dont le musicien Sidney Bechet, sur la scène du théâtre de son ami pour commencer les répétitions d'une nouvelle revue. Et là, c'est le drame. Tout est mauvais. C'est du jazz tout sage, des chorégraphies sans intérêt. Ça à mourir d'ennui, ça n'a aucun sens. Pendant qu'André Daven cherche une solution pour améliorer sa revue nègre, laissez-moi vous parler du contexte de l'époque. Les années 1920 à Paris, c'est la fête. On oublie les abominations de la Première Guerre mondiale. L'empire colonial français est à son apogée et les artistes vont puiser leur inspiration dans l'exotisme africain. Il y a alors un mythe romantique qui perçoit les Noirs comme proches de la nature, protégés des règles sociales qui servent de carcan aux Blancs. On est en pleine négrophilie, comme on dit à l'époque. Il évoque une admiration fantasmagorique pour l'Afrique. Il faut bien comprendre que, contrairement aux États-Unis, la métropole française n'a pas connu l'esclavagisme et qu'il est même interdit sur son sol depuis le Moyen-Âge. La revue nègre qu'essaye de monter André Daven surfe sur la négrophilie de l'époque. Là encore, le terme nègre n'est pas péjoratif à ce moment-là, et d'ici peu, les intellectuels noirs, comme Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, parleront même de la négritude pour évoquer tout ce qui caractérise la culture des Noirs. La revue nègre doit donc montrer une vision fantasmée par les Blancs des Noirs, tout en tournant en dérision les clichés véhiculés par le colonialisme. Dans ce contexte, cette revue s'annonce joyeuse, impertinente et ultra sexy. Bon, voyons maintenant ce qu'André Daven va faire. Pour sauver sa future revue nègre, il faut la débarrasser de son côté Broadway cheap pour la faire entrer dans les codes de la revue parisienne. La revue parisienne, c'est du grand spectacle qui se met en place à la fin du 19e siècle dans des lieux comme le Moulin Rouge. Dès lors, il faut voir une revue comme une sorte de spectacle aussi enchanteur que du Disney, mais pour adultes. C'est joli, ça chante, ça danse, ça brille, et surtout, il y a du nu. Beaucoup de femmes superbes et nues. Voilà pourquoi Daven exige que la petite Joséphine Baker danse seins nus dans son duo érotique avec un autre danseur. Joséphine accepte à contre-cœur. Paul Colin dessine une affiche dans le goût de l'époque. Au premier plan, il y a 2 hommes noirs, très chics, stéréotypés, avec de grosses lèvres rouges, et au second plan, Joséphine est représentée en courte robe blanche, déhanchée de manière suggestive. La première a lieu le 2 octobre 1925. Joséphine danse le Charleston avec l'énergie qui la caractérise. Ses grimaces suscitent le rire et cassent la dimension érotique de sa nudité. La danse sauvage avec son partenaire est parfaitement réussie, c'est drôle et sexy. Quand la salle se rallume, le public est clivé. Il y a ceux qui ont détesté et ceux qui ont adoré. Finalement, c'est le public subjugué par l'énergie et la présence de Joséphine qui l'emporte. La Vénus d'ébène est née.
Elle est la nouvelle star du music-hall à Paris. Pardon, monsieur. Un petit baiser. Un tout petit baiser. Chaud. Vous n'aimez pas des baisers chauds, tant pis. L'autre côté. Madame, un petit baiser Ici, en France, affectueux. les Blancs l'adorent. Vous n'avez pas... Les hommes la courtisent, la presse l'encense. Quand elle marche dans la rue, elle ne doit pas courber l'échine. Personne ne menace de la frapper ou de la violer, comme aux États-Unis. Paris est son paradis. Paris, Paris de mes amours, il n'y a rien à faire, on te revient toujours. Pendant les 15 prochaines années, Joséphine Baker va passer de star parisienne à star internationale. Tout commence par sa prestation aux Folies Bergères qui l'engage immédiatement après le succès de la Revue Nègre dans La Folie du jour. Joséphine y apparaît dans plusieurs tableaux. Dans l'un d'eux, elle sort d'une immense boule de fleurs qui tombe lentement du plafond et danse sur un miroir qui permet d'admirer son jeu de jambes. Dans un autre tableau, elle porte la ceinture de banane devenue iconique. Il s'agit de bananes en tissu doré, pointées vers le haut. Elles ont donc une connotation érotique. Mais encore une fois, Joséphine et son metteur en scène jouent avec les clichés sur les Noirs et l'Afrique pour mieux s'en moquer et les faire voler en éclats. J'ai des choses magnifiques. Vous savez, des fruits spéciales pour des dames. Madame, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Regardez, c'est amoureuse. C'est exactement ce qu'il vous faut, madame. Voilà. Petite banane. Avec plaisir. Allez. Non, vous pouvez travailler un petit peu. Voilà. Tout doucement, madame, tout doucement. Ne vous pressez pas. Un petit peu. Allez, cassez un Tout petit Paris est sous son charme. peu. C'est cela. Du cinéaste Jean Cocteau au photographe Man Ray en passant par Picasso ou Le Corbusier. Mais l'homme qui fait battre le cœur de Joséphine se nomme Pepito. Giuseppe Abatino, dit Pepito, est un ouvrier italien plein d'ambition qui se fait passer pour un comte. Il est follement amoureux de Joséphine. Et en plus d'être son amant, il devient son impresario. Il a le sens des affaires qui fait défaut à la danseuse. C'est lui qui invente les produits dérivés à l'effigie de sa star. Des poupées de chiffon, une brillantine pour cheveux, le Baker Fix, ou encore un parfum. Des objets que les fans s'arrachent. Il la pousse aussi à développer sa carrière pour ne pas lasser le public. Elle tourne dans une dizaine de films au total. Mais surtout, Pepito est celui qui fait d'elle une chanteuse. En 1930, Joséphine est la star de la revue Le Paris qui remue au Casino de Paris. C'est là qu'elle chante pour la première fois son tube le plus célèbre, J'ai deux amours. J'ai deux amours, mon pays est Paris. C'est un immense succès. Cette Américaine qui déclare son amour à la France avec son accent joyeux séduit tous les auditeurs. C'est aussi dans ce spectacle que l'un des éléments phares des revues parisiennes est popularisé, l'escalier. Descendre un escalier en chantant et en dansant sans regarder ses pieds, je vous promets que ce n'est pas facile, surtout que les escaliers de music-hall sont souvent des escaliers escamotables aux marches très courtes. Mais il y a une astuce pour descendre l'escalier en regardant le public. Bon, ok, je suis gentille, je vous la donne. Il faut chercher la contre-marche avec le talon. Et ce n'est que lorsqu'on la touche qu'on peut poser le pied en toute sécurité. C'est Joséphine Baker qui a appris cette astuce à Line Renaud, l'une des plus grandes meneuses de revues parisiennes. Mais je vais trop loin là. On est dans les années 1930, Paris est une fête, il n'y a pas de racisme dans le monde du spectacle parisien, mais quand elle sort de cette bulle, la réalité rattrape Joséphine. Pepito lui a décroché un contrat à Vienne, en Autriche. Les conservateurs catholiques de tout poil montent sur leurs grands chevaux de l'Apocalypse. Joséphine, c'est le diable qui danse nu. Alors le soir de son spectacle, Joséphine Baker arrive sur scène avec une austère robe noire. Elle ne chantera que du blues. C'est un succès. En Amérique, en revanche, séduire le public sera plus compliqué. La star y revient en 1936, alors que Pepito lui a trouvé un engagement aux Ziegfeld Follies, la version américaine des Folies Bergères. Mais en se produisant sur la scène new-yorkaise, Joséphine comprend quelque chose qu'elle a presque oublié. Ici, elle est noire avant d'être danseuse.
La critique la descend en flèche et elle doit rentrer à l'hôtel par la porte de service pour ne pas incommoder les clients blancs. L'échec de son retour dans son pays natal la blesse au plus profond d'elle-même. Elle tient Pépito Abatino pour responsable. Le couple vole en éclats. Joséphine ne reverra jamais Pépito qui meurt quelques mois plus tard. Il lui avait caché qu'il était malade. L'artiste se console dans les bras de Jean Lion, un homme d'affaires juif qui a fait fortune dans le sucre. En 1937, son mariage lui permet d'acquérir la nationalité française. L'Amérique la rejette, mais son pays de cœur, c'est la France. Elle a définitivement 2 amours, son nouveau pays et Paris. Elle ne sait pas encore qu'elle va risquer sa vie pour eux. Dans la suite de ce récit, je vous raconterai comment Joséphine Baker s'est engagée dans la résistance et combien son rôle a été essentiel pendant la Seconde Guerre mondiale. À la suite de son premier combat, elle emmènera un autre contre le racisme avec sa famille arc-en-ciel, une originalité à l'image de la généreuse Joséphine. Ma mère était une femme, une personne, on dira, entière, car c'était une énergie animée par une foi, on pourrait dire, une foi en l'avenir, en l'humanité. Elle parlait souvent de son idéal de fraternité universelle, mais pour cela, elle a dû se battre, il fallait avoir du courage. À très vite. Et que Paris m'a accueilli. Un enfant perdu, comme les petits-enfants dans la rue souvent. Et alors aujourd'hui, de penser que j'ai cette grand honneur, ça m'est un tas de choses à dire et ça m'est très difficile à dire. Parce que je suis si heureuse que Clément ne vient pas. Mais j'espère que vous sentez mon cœur, s'il vous plaît. Merci. Merci bien. En 2021, Joséphine Baker entre au Panthéon pour ses actions dans le contre-espionnage et la résistance pendant l'occupation. Rien ne prédestinait cette star du music-hall noire américaine à risquer sa vie pour son pays d'adoption. Elle entre ici avec tous ceux qui, comme elle, ont vu dans la France une terre à vivre, qui l'ont aimée et l'aiment charnellement, qui l'ont vue trébucher, qui l'ont vue à terre et se sont battus pour la relever. Mais alors que l'Amérique l'a rejetée plusieurs fois parce qu'elle était noire, la France lui a offert son amour, des amants et la nationalité française. Je vais vous raconter dans le second épisode que je lui consacre en quoi la patrie lui est reconnaissante. Je suis Virginie Giraud et je vous emmène avec moi au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Joséphine Baker, de la Revue Nègre au Panthéon. C'est plus qu'une revue. C'est une histoire de ma vie. Épisode 2, l'heure des combats. Le mariage de Joséphine avec Jean Lion n'a pas inauguré un long moment de bonheur. Une fausse couche pousse le couple à la rupture, alors que le tocsin résonne partout en France. Nous sommes en 1939. La Seconde Guerre mondiale commence suite à l'envahissement de la Pologne par l'Allemagne nazie. Au début, c'est la drôle de guerre. Il ne se passe pas grand-chose. Des soldats sont envoyés sur la ligne Maginot, une série de fortifications au nord-est de la France réputée imprenable, mais il n'y a pas d'attaque. Du moins pas tout de suite. En juin 1940, pendant la bataille de France qui précède le triste épisode de la débâcle, le repli des troupes françaises et la percée des forces allemandes, Joséphine Baker et Maurice Chevalier, le chanteur le plus célèbre de son temps, vont chanter sur le front pour remonter le moral des troupes. Je fais une petite incise. Si vous avez plus ou moins mon âge, ou si vous êtes plus jeune, Maurice Chevalier ne vous dit peut-être pas grand-chose. Si je vous dis que c'est lui qui, avec son canotier, a inspiré le personnage de Lumière dans La Belle et la Bête de Disney, je suis certaine que je vais éclairer votre chandelle. Bref, Baker et Chevalier sont loin de s'apprécier parce que Maurice Chevalier se considère comme une star mondiale. Lui, dans les années 1930, il est une vedette à Hollywood, alors que Joséphine est rejetée dans son propre pays à cause du racisme. Alors au moment de monter le spectacle pour les soldats, Chevalier fait son caprice. Il passera en seconde partie. Il est hors de question qu'il chauffe la salle pour Madame Baker.
Puisque c'est comme ça, Joséphine, bonne joueuse, passe sur scène la première. Avec sa joie de vivre et son sourire, elle enflamme la salle, embrasse les soldats sur les joues et les fait rire. Elle est sans cesse rappelée par les militaires qui ne veulent qu'elle. Résultat, le tour de chant de chevalier commence très en retard et ne dure pas longtemps. On n'a que ce qu'on mérite dans la vie. Mais pour Joséphine, ça ne suffit pas. Elle veut en faire plus pour son pays d'adoption. Elle profite des réseaux des artistes parisiens pour rencontrer un homme qui se fait appeler Jacques Apthey. Cet officier travaille pour le renseignement militaire. Quand on lui parle de l'envie de la star de la revue Nègre de servir son pays, Apthey soupire. On a déjà vu ce que ça donnait dans le renseignement. Mata Hari, cet artiste de music hall de la Première Guerre mondiale qui aurait été un vague agent double pour l'Allemagne et la France. Pas question de recommencer. Mais Joséphine insiste et finit par convaincre Apthey. La meneuse de revue est reçue par le gratin mondain européen et quand elle passe la douane, qui fouille Madame Baker ? Personne. On est trop occupé à lui demander des autographes. La première mission de Joséphine est simple. Elle consiste à discuter avec tout le monde pendant ces soirées mondaines. Vous ne vous rendez pas compte à quel point les hommes puissants aiment se raconter, surtout aux jolies femmes. Résultat, elle apprend beaucoup de choses sur les mouvements des troupes des forces de l'Axe, rien qu'en posant des questions naïves. Elle donne notamment aux Français des informations précises sur l'entrée en guerre de l'Italie. Là, Jacques Apthey est conquis. Il passe désormais à la vitesse supérieure en se faisant passer pour un membre de son staff, ce qui lui permet d'accompagner sa star et de l'aider à noter des informations à l'encre sympathique sur ses partitions et à planquer des microfilms dans sa lingerie. C'est aussi au début de la guerre que Joséphine fait l'acquisition du château des Milandes dans le Périgord. Sa situation est stratégique puisqu'il se trouve en zone libre, mais assez proche de la zone occupée. Les caves et les passages secrets du château permettent de cacher des armes pour les résistants. De toute manière, à partir de 1942-1943, toute la France est occupée. D'ailleurs, un jour, des soldats de la Wehrmacht se présentent au château. Ils sont à la recherche d'un terroriste nommé Monsieur Mallory. Joséphine Baker comprend tout de suite qu'il s'agit d'un de ses voisins résistants. Elle le connaît bien. Il est à l'instant même caché chez elle. Mais Joséphine est une artiste. Elle sait feindre. Elle force son accent anglais et fait semblant de ne rien comprendre. Ces messieurs de la Wehrmacht cherchent la mairie, c'est ça ? Oh ils la trouveront un peu plus loin. En bonne hôtesse, elle leur fait offrir un café, le château est fouillé à la va-vite et les militaires repartent sans avoir trouvé ni les armes, ni les résistants. Ce jour-là, Joséphine Baker a risqué sa vie. Et ce ne sera pas la dernière. Avec Jacques Apthey, elle part pour le Maghreb où plusieurs opérations militaires sont en cours pour le contrôle de la Méditerranée. En outre, il est facile de rejoindre le Portugal en partant du Maroc, et du Portugal, on peut rallier l'Angleterre où le général de Gaulle organise la France libre. Joséphine adore le général. On dit qu'elle n'y est pas pour rien dans le soutien qu'il a trouvé auprès des Américains. Mais là, au Maroc, Joséphine voit ses activités de contre-espionnage brutalement arrêtées. Une péritonite a failli la tuer. Elle est opérée et fait de sa chambre d'hôpital un véritable bureau du renseignement. En 1942, les Alliés débarquent à Casablanca. Joséphine veut aller chanter pour les troupes américaines, mais elle découvre avec horreur que les soldats noirs et les soldats blancs sont séparés dans les baraquements et qu'elle ne chantera que pour les blancs. Joséphine fait un scandale. À quoi ça sert de se battre contre les nazis si c'est pour cautionner la ségrégation ? Elle obtient finalement que les blancs et les noirs soient mélangés lors de son concert. C'est une première victoire sur le racisme aux États-Unis. Après ces événements, Apthey accompagne Joséphine Baker dans une tournée de galas à travers tout le Maghreb et le Proche-Orient. Ils se déplacent en jeep militaire. C'est un miracle s'ils n'ont pas sauté sur une bombe en parcourant plus de 3000 km sur des routes minées. Pendant cette tournée, Joséphine ne gagne rien. Elle reverse tous les fonds qu'elle lève à la France libre et au général de Gaulle, soit 10 millions de francs de l'époque. Elle est la bienfaitrice de la résistance. À la fin de la guerre, Joséphine Baker est devenue une héroïne. Elle est même incorporée dans l'armée de l'air et obtient le grade de sous-lieutenant et plusieurs décorations. Elle a maintenant une 40aine d'années. Le music-hall lui semble loin. Son nouveau rêve s'élabore autour des Milandes.
C'est si loin de mon arrivée à Paris. Quand j'étais très très jeune et que Paris m'a accueilli. Un enfant perdu, comme les petits enfants dans la rue souvent. Vous appelez les moineaux de Paris. En 1947, elle épouse le musicien Joe Bouillon. Leur premier projet est de fonder une famille. Comme Joséphine semble ne pas pouvoir avoir d'enfants, elle va en adopter. D'un commun accord avec Joe, elle en choisira 3 ou 4 à travers le monde pour montrer que la fraternité n'est pas un vain mot. Mais Joséphine finit par en adopter 12 venant de tous les continents et mettant son mari devant le fait accompli. Tous les petits-enfants sont réunis autour de moi et je voudrais, Joséphine Baker, que vous me les présentiez. Voulez-vous? Le premier, celui que vous avez dans votre bras gauche en ce moment, bras droit. Jean-Claude. Jean-Claude, il vient d'où, Jean-Claude? Paris. Et à côté, eh bien, Louis qui est un petit noir, qui est colombien. Bonjour, Louis. Bonjour. Et puis à côté de lui, c'est un petit coréen, ça? Non, c'est Non? Jeannot. Jeannot? Japonais. Japonais. Bonjour, Jeannot. Et à côté de lui, eh bien, avec une petite blouse rose et une petite casquette blanche, c'est Moïse. Moïse qui est israélien. Bonjour Moïse. Ah voilà le plus gentil là, il a l'air. Ah, c'est un petit coréen ça. Akio. Bonjour Akio. Et voilà le dernier là, un petit blond qui s'appelle Jarid. D'où vient-il? Finlande. De Finlande. Bonjour. Puis-je vous demander leurs âges? Eh bien, de 18 mois à 4 ans. Joséphine Baker. Le soir, est-ce que vous les endormez, ces petits enfants? Oh oui. Et comment vous faites pour les endormir? Généralement, ils sont tellement fatigués qu'ils n'attendent pas que je les berce. Mais je le fais tout de même. Pouvez-vous faire une petite répétition, quoique nous soyons en plein après-midi, comme ça? Bien sûr. Eh bien, c'est avec Lalo qu'on commence toujours. Lalo? Avec Lalo. Viens, mon chéri. Lalo, mon chéri. Bonsoir, Lalo. Bonsoir, Lalo. Bonsoir. Bonsoir, Jeannot. Bonsoir, Jeannot. Bonsoir. Mon Dieu, je crois qu'il va dormir. Le couple très aimant donne une éducation stricte à ses enfants. Ils vivent dans un château, mais ils dînent à la cuisine. Et le dimanche, Joséphine prépare des spaghettis. Les journalistes sont parfois conviés, car les Milandes doivent aussi faire la promotion de cette famille arc-en-ciel comme un exemple parfait des valeurs universalistes. Toute son éducation a été basée sur 3 thèmes, l'amour, la compréhension et la tolérance. Elle s'occupait de nous tous et elle avait à cœur d'être aussi une vraie maman. Joséphine investit dans le domaine de son château pour en faire une sorte de parc rempli d'attractions où viendront les gens du monde entier pour vivre de beaux moments ensemble, loin de tous les préjugés racistes. Belle utopie qui finit par donner un travail à 120 personnes et à ruiner Joséphine. Elle n'a rien d'une femme d'affaires, mais ses problèmes d'argent finissent par briser son couple avec Joe Bouillon. C'est le prélude d'une dégringolade. Joséphine doit recommencer à travailler pour payer ses créanciers. Elle fait de nouveaux voyages aux États-Unis où la cause des Noirs est toujours aussi désastreuse. Un soir, après un concert, elle se rend au Stork Club, le bar à la mode où se retrouve la fine fleur des stars et des politiques. Mais Joséphine comprend qu'aucun serveur ne la servira, parce qu'elle est noire. À chacun de ses voyages outre-Atlantique, Joséphine Baker essayera de faire avancer la cause des Noirs. Elle fait même un discours aux côtés de Martin Luther King lors de la marche pour les droits civiques en 1963. En France aussi, elle fait figure d'icône engagée contre le racisme et l'antisémitisme, mais tout ça ne paye pas les créanciers. Désespérée, Joséphine lance un appel aux dons dans les médias. À sa grande surprise, la première à y répondre est une jolie blonde qu'elle ne connaît pas personnellement. C'est Brigitte Bardot. Grâce à cette marraine inespérée, les dons affluent. Mais ce n'est pas assez. En 1968, elle est obligée de vendre son château des Milandes pour une bouchée de pain. Plusieurs acheteurs se sont entendus pour acheter le domaine Parlot pour 1/10 de sa valeur. Joséphine résiste en s'enfermant dans sa cuisine où elle a mis un lit et un stock de boîtes de conserve. J'ai besoin de ces mères de famille, de femmes de bonne volonté qui viennent ici au Milan de me protéger car je n'ai pas le moindre idée de quitter. Je ne partirai pas de Milan. Elle est malgré tout délogée de force par les nouveaux propriétaires. Dans un geste de désespoir théâtral, elle appelle un jeune journaliste de la région qui la photographie telle une mendiante emmitouflée dans une couverture à côté d'un chat vagabond sur les marches du château des Milandes. Joséphine s'installe à Paris dans un petit appartement avec ses 12 enfants. C'est là qu'elle est invitée au gala de la Croix-Rouge à Monaco.
La princesse Grace, ancienne star de Hollywood, lui offre immédiatement son amitié. Elle était dans la salle le jour où Joséphine était au Stork Club, victime du racisme américain. Elle avait tout vu. Depuis, elle l'admire. Alors elle l'aide à s'installer dans une villa sur les hauteurs de Monaco avec sa famille. Au début des années 1970, à plus de 65 ans, Joséphine multiplie les galas pour nourrir les siens. Elle est épuisée. Elle a des poches sous les yeux, mais sous les feux de la rampe, elle retrouve fugitivement sa jeunesse et le panache de la jeune danseuse qu'elle a été. Au printemps 1975, Jean-Claude Brialy l'invite à monter un nouveau spectacle à Bobino, une revue qui raconterait sa vie de ses débuts à Broadway jusqu'à son action dans la Résistance. Le pari semble fou, mais ça marche. Le soir de la première, le 24 mars 1975, le tout Paris et plus encore sont là. Brigitte Bardot, Sophia Loren, Mick Jagger, Grace Kelly, Charles de Gaulle, tout le monde est hystérique au moment du salut qui n'en finit plus. Joséphine Baker est éblouissante dans ses robes de meneuse de revue rehaussées de strass et de plumes. Elle rayonne sur la scène à 68 ans. Joséphine va jouer 14 fois ce spectacle qui célèbre ses 50 ans de carrière. Tous les soirs, elle rentre chez elle un peu plus fatiguée. Pourtant, sur scène, personne ne voit rien. Elle est transcendée. Mais le matin du 10 avril, la star de Bobino ne se réveille pas. Elle a fait une attaque cérébrale. Elle meurt 2 jours plus tard à l'hôpital. Ses funérailles à l'église de la Madeleine sont à la fois militaires et nationales. La France et Paris perdent leur amour. En 2021, Joséphine Baker fait son entrée au Panthéon, le temple républicain des grands hommes avec un H majuscule. Une femme noire, une femme libre, une artiste, une résistante. 46 ans après sa mort, Joséphine Baker entre au Panthéon. Oui, la patrie lui est reconnaissante pour avoir choisi la France, pour avoir fait partie de la résistance, pour avoir prôné les valeurs universalistes qui sont les nôtres. Liberté, égalité, fraternité. Bref, la France lui est reconnaissante pour tout ce qu'elle a été. Pour les Américains, elle était une femme noire. Pour nous, elle était avant tout une vraie Française. Mon pays est Paris. Voilà. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Nicolas Gaspard. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Nathan Laporte et Marie Corpet. Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours en podcast sur votre appli favorite et tous les week-ends sur Europe 1 à 15h. À très vite.